Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur le 8e et dernier épisode de The Mandalorian saison 2. Comme d'habitude, ce sera full spoiler et contrairement à d'habitude, comme vous le constatez, je serai en voix off puisque pour le moment, je ne dispose plus de mon décor. Eh oui, c'est triste. Pour rappel, si vous cherchez une idée de cadeau, mon livre Captain Popcorn Universe est disponible et il vous emmènera dans des tas de mondes imaginaires et passionnants et pas seulement dans une galaxie très très lointaine. Ce chapitre 16 est intitulé The Rescue, le sauvetage, et je dirais même double sauvetage, d'abord celui de Grogu par l'équipe venue le chercher, puis ensuite de l'équipe elle-même. Si vous souhaitez vous abonner à Disney+, pour retrouver l'intégralité de The Mandalorian et plein d'autres choses, notamment le prochain Pixar, Soul, qui sortira le 25 décembre, vous trouverez un lien en description de la vidéo et vous soutiendrez la chaîne au passage. L'épisode nous plonge directement dans l'action avec la poursuite de la navette du Dr Pershing par le Slave One et un tir ionique qui met les contrôles du petit transporteur hors service, une technologie qu'on avait déjà vu utiliser durant la bataille de Hoth. À mes yeux, je ne sais pas si j'ai la berlue, mais les deux pilotes se ressemblent quand même pas mal, alors je ne sais pas si c'est un clin d'œil volontaire à l'activité de clonage du scientifique. Quoi qu'il en soit, lorsqu'ils se font aborder, le court dialogue vient illustrer le point de vue extrémiste mais néanmoins raisonné, si on peut dire, du pilote qui abat froidement son collègue. Ce n'est pas la folie ou le désespoir qui le mène à servir les atrocités de l'Empire, mais bien ses convictions. Et les mentions à Alderaan suffisent pour convaincre Cara Dune de tirer. On s'en souvient, Alderaan avait été détruite sur ordre du Grand Moff Tarkin, celui qu'on avait revu dans Rogue One avec une technologie qu'on retrouvera justement à la fin de cet épisode. Din Djarin décide d'aller chercher du soutien sur une planète inconnue où se situe une ancienne raffinerie et un chasseur Gauntlet souvent associé au Mandalorien de la Death Watch, sans doute un vaisseau réquisitionné par Bo-Katan Kryze lorsqu'elle a récupéré le pouvoir sur Mandalore. Dans la cantina, l'ambiance western est renforcée par le bruit de pas qui rappelle celui des éperons des cow-boys. La présence de Boba Fett n'aide pas vraiment, pas plus que le caractère belliqueux de Koska Reeves, et les talents de catcheuse de Sasha Banks sont rapidement mis à profit pour une petite destruction de mobilier à l'ancienne. Si la nouvelle de l'enlèvement de l'enfant ne la laisse pas totalement indifférente, c'est surtout la possibilité de retrouver Moff Gideon, et notamment le sabre noir, qui convainc l'ancienne dirigeante mandalorienne. Comme on le comprendra plus tard, elle cherche avant tout à laver son honneur à tout prix. C'est donc entouré d'une équipe largement féminine que Mando se prépare à retrouver son protégé et Bo-Katan affirme son leadership stratégique en définissant l'approche à retenir. Le Dr Pershing se révèle étonnamment prêt à aider comme en première saison, comme s'il estimait qu'il était dans une sorte de neutralité scientifique, ce qui ne l'empêche pas pourtant de mener des projets extrêmement dangereux pour la suite. Sa capacité à se faire oublier et à passer entre les gouttes le désigne comme une personne aussi lâche qu'intelligente. Et il vient confirmer au passage ce que je supposais déjà, les Dark Troopers en sont à leur version 3 de purs droïdes exterminateurs, en gros des Terminators, avec une tête qui rappelle le casque de Darth Vader. Ou Dark Vador si vous préférez. Le plan retenu joue sur la confusion et l'urgence, même si Moff Gideon se méfie et refuse d'entrer dans la navette tout en envoyant des TIE Fighters, son hésitation à faire abattre la navette causera sa perte. Étonnamment, cette hésitation à tirer se retrouve bien plus souvent du côté de l'Empire que de celui des héros. Eh oui, combien de Stormtroopers sont morts en demandant à leur cible de se rendre plutôt que de les flinguer sur le champ? Est-ce que ce ne serait pas un peu facile? Dans cette séquence autour du croiseur, j'ai beaucoup apprécié les plans sur les TIE Fighters en préparation dans leur tube de lancement et la performance de pilotage de Bo-Katan. La réalisation nous offrait un bel aperçu des deux points de vue et le traitement visuel n'avait rien à envier à celui des films. Avec deux Mandaloriennes, une soldate d'élite et une assassine réputée, les pauvres petits imps de l'Empire en armure aussi blanche qu'inutile se prennent une nouvelle dérouillée. On apprécie notamment la mitrailleuse blaster de Cara Dune et on a la confirmation qu'une telle arme peut néanmoins s'enrayer, ce qui colle au final assez bien avec cette vision rétro-futuriste de la technologie dans Star Wars, avec ses panneaux de contrôle qui ne connaissent pas le numérique et ses écrans de surveillance tout droit sortis des années 70. Toutefois, le rôle déterminant est bel et bien laissé à Din Djarin qui évite les patrouilles et se trouve confronté à un seul et unique Dark Trooper, passé in extremis. Ce qui suit est sans doute, en tout cas de mon point de vue, l'un des affrontements les plus divertissants de la série, avec enfin un adversaire nettement supérieur au héros, du moins tout aussi résistant que lui si ce n'est plus. Avec les coups que le héros encaisse dans un déluge presque cartoonesque alors qu'on imagine bien sa silhouette imprimée dans le mur,
on ne peut que s'en remettre à l'évidence, l'armure de Beskar est non seulement impénétrable, mais aussi et presque surtout, elle dispose d'un système interne de compensation des chocs, une technologie indispensable pour résister à des chutes ou empêcher les vertèbres de Mando de céder. Moff Gideon sait bien pourquoi cette attaque survient et quelle est sa cargaison la plus précieuse, ce qui vient un peu gâcher les retrouvailles, mais surtout pimenter la situation. Tout comme Bo-Katan, c'est bien l'épée qui préoccupe surtout le Moff d'un point de vue personnel, du moins si on en croit son discours, puisqu'il aurait déjà récupéré le sang de Grogu pour ramener l'ordre dans la galaxie, et par ordre, on peut certainement entendre Snoke ou le clone de Palpatine, voire les deux. On retrouve ici un motif de fond dans la saga, l'incapacité de ceux qui s'opposent à l'Empire à prendre les bonnes décisions au bon moment. Ah oui, je sais, Din Djarin ne veut que récupérer Grogu, on le comprend parfaitement, mais que ce soit son objectif personnel ou encore la soif de reconnaissance et de rédemption de Bo-Katan par l'intermédiaire du sabre noir, voilà qui suffit à les aveugler aux enjeux majeurs qui se jouent sous leur nez. En bon méchant qui ne se respecte pas, Gideon attaque Mando en traître et durant l'affrontement, on peut deviner que le Darksaber est en effet plus dangereux encore que le sabre laser moyen, puisque la lance de Beskar rougit fortement à son contact, ce qui n'était pas le cas durant l'affrontement d'Ahsoka contre la magistrate Elsbeth de l'épisode 5, en tout cas selon ce que me dit ma mémoire. Dans la défaite, Gideon sait qu'il reste gagnant puisque les règles autour de la transmission du sabre vont venir semer le trouble au sein du petit groupe de Mandaloriens. Le retour des Dark Troopers n'est pas sans rappeler la menace des Cylons, à laquelle on pense forcément avec Katee Sackhoff dans la série, alors qu'elle tenait l'un des premiers rôles de Battlestar Galactica. L'expression qu'on peut lire sur le visage de cette dernière en dit long lorsque Mando revient avec l'enfant, mais surtout le sabre. Gideon l'avait vaincu, et pour sa crédibilité de meneuse d'un peuple aux traditions guerrières, elle ne peut refaire le geste qu'elle avait consenti par le passé avec Sabine Wren, à savoir accepter que le symbole du pouvoir lui soit simplement offert. Elle doit le mériter de nouveau. Je dois avouer que le retour des Dark Troopers était un vrai soulagement pour moi après le gâchis de leur éjection spatiale par Mando. Ce retour nous réservait enfin de la tension, de l'adversité et un véritable danger de mort planant sur les protagonistes. Seulement voilà, un X-Wing isolé approche du croiseur. Et comme vous, à cet instant déjà, aucun doute n'était possible, c'était bien le nouveau retour du Jedi, Luke Skywalker. Un X-Wing, pas de quoi faire une différence pour Cara, mais tout dépend de qui est à l'intérieur. Ici, tout l'aspect mythique du personnage trouve une mise en abîme de nos propres souvenirs émerveilleux de sa découverte au travers de l'usage des écrans. Le visage de Grogu et surtout ses oreilles ne trompent pas, un nouvel espoir s'offre à l'équipe de Mando, et il passe par une séquence qui se fait l'écho de celle de Darth Vader dans l'incroyable finale de Rogue One. Luke transperce les troupes invincibles à tour de bras. Pour lui, les Dark Troopers ne sont que des carcasses qu'il peut trancher, repousser et même écraser du pouvoir de la Force, comme on le ferait d'une vulgaire canette vide. Mando et les autres sont obligés d'accepter le balai mortel qui se déroule sous leurs yeux, mais avec cette distanciation qui renforce l'aura entourant celui qui approche. Moff Gideon profite de cette fascination pour tirer sur Bo-Katan et Grogu, par ordre de priorité apparemment, mais le Beskar fait toujours merveille et le plongeon de Din Djarin vient souligner une fois de plus qu'il est prêt à tout pour son fils. Cara Dune refuse à Gideon la mort qu'il voulait se donner alors que l'inexorable progression de la forme encapuchonnée arrive à son terme. Grogu a reconnu celui qui a entendu son appel. Personnellement, j'étais à la fois fasciné de voir cette intervention de Luke, mais aussi un peu déçu que les héros de la série n'aient pas à se sortir eux-mêmes de ce guêpier face aux droïdes. On peut éventuellement voir dans cette démonstration de force de ce Luke une façon de contrebalancer la déception que certains avaient ressentie face à la version du personnage proposée par The Last Jedi, mais il s'agit aussi tout simplement d'une version du même homme plus jeune et encore plein de fougue et d'enthousiasme. La capuche tombe et c'est là que pour certains les problèmes commencent. On a ici un acteur qui ressemble suffisamment à Mark Hamill jeune pour appliquer une totale transformation de son visage par image de synthèse, et par-dessus tout ça, on a la voix de Mark Hamill. Mais quand le personnage bouge trop la tête ou quand on le voit parler, notre cerveau est perturbé par ce qui est un visage humain sans en être un. Alors personnellement, je dois dire que ça m'a un peu gêné, mais j'étais surtout préoccupé par la suite, par l'histoire, donc je suis passé outre. Comme je l'avais dit dans mon analyse de l'épisode 5, j'en étais arrivé à la même conclusion qu'Ahsoka Tano, Grogu ferait mieux de laisser ses pouvoirs s'étioler pour vivre tranquillement. Mais voici venir le Jedi ultime de cette époque qui explique que le petit ne sera en sécurité que lorsqu'il aura appris à maîtriser la force. Et donc ici, malheureusement de mon point de vue, le raisonnable semble l'emporter sur le cœur, dans une scène pourtant émouvante, du moins pour ceux qui ont accroché au cœur de cette série, dès la scène où Din Djarin trouve l'enfant pour la toute première fois.
Dean accepte enfin de dévoiler son visage à Grogu, tout comme il le regarde sans le filtre de ce casque pour la première fois, et il faut bien dire que Vader aussi avait souhaité voir son fils de ses propres yeux avant de mourir. Une promesse de se revoir et un départ déchirant qui nous laisse pensifs quant à la nouvelle dynamique qui nous attend en saison 3. On sait Grogu entre de bonnes mains, d'autant plus avec l'apparition de l'inoxydable R2D2 qui engage tranquillement la conversation. Pour la suite, il me semble clair et net que Din Djarin et Grogu se reverront, et je ne crois pas du tout que Grogu fera partie des victimes de Ben Solo au futur, car on est ici bien en amont de la création de l'académie de Luke. La saison 3 traitera nécessairement des enjeux de libération mais aussi de contrôle de Mandalore, et sans doute bien d'autres menaces liant l'histoire à la naissance du Premier Ordre. Si vous avez raté la scène post-crédit, je vous invite à aller la rattraper avant de poursuivre la vidéo. Dans une ambiance entre le western et Conan le barbare, on y voit Boba et Fennec dézinguer les gardes de Bib Fortuna, l'ancien bras droit de Jabba the Hutt, pour venir tranquillement s'installer sur le trône du puissant cartel et nous annoncer ce que je pense être une mini-série, The Book of Boba Fett, pour décembre 2021. D'ici un an, on aura donc une saison 3 et cette nouveauté, sans parler de tout ce qui sera sorti entre-temps. Il me semble que l'histoire de Boba Fett pourrait être une des plus grises en termes de moralité dans les œuvres de l'univers Star Wars, puisque clairement ce n'est pas l'amour de son prochain, ou même d'un simple petit Grogu qui motive ou viendrait offrir la rédemption à Boba. On sera sans doute dans du criminel et de l'action bien salée. La réalisation de l'épisode est de Peyton Reed, connu notamment pour Ant-Man, et qui avait déjà à son actif l'épisode 2 de cette saison, ou chapitre 10 si vous préférez. Amusant de voir qu'il a eu à gérer à la fois le plus léger et le plus impactant des épisodes de cette saison 2. C'était un véritable plaisir de commenter avec vous et pour vous cette saison 2 de The Mandalorian, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas que je vous encastre dans un mur en mode Dark Trooper. Et puis évidemment il y a des tas de choses qui arrivent par la suite, ne serait-ce que Soul, bien sûr, le prochain Pixar aux alentours de Noël, mais aussi ensuite en janvier on a WandaVision et j'en passe. Et dans les prochains jours, je vais faire le maximum pour vous parler des bandes annonces de Loki, de The Falcon and the Winter Soldier, etc. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!